Dernier numéro de la semaine de votre magazine Semel chez vous. Madame, Messieurs, nous sommes toujours là pour vous satisfaire. Nous sommes toujours là pour vous informer sur des questions d'actualité en République démocratique du Congo. C'est pourquoi? Parce que notre devoir fait toujours vous faire plaisir avec des émissions, avec des différents invités. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avions voulu recevoir pour vous. Il est ici cadre du parti politique Nouvel Élan d'Adolphe Muzito. C'est avec lui que nous allons justement discuter autour de la question sur les élections. Vous le savez très bien, madame, messieurs, qu'il y a déjà beaucoup de candidats du côté opposition qui se sont déclarés, mais la grande question est celle de savoir est-ce que Nouvel Élan pourrait accepter de pouvoir coaliser. Si avec Martin Fayoulou, avec Moïse Katumbi, Matata Mpogno, est-ce que Nouvel Élan serait ouvert à pouvoir coaliser de telle sorte qu'il puisse sortir un seul candidat qui fera face à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Mais est-ce que Nouvel Élan se trouve déjà au sein de l'Union sacrée? Parce que ça se raconte presque partout que le parti d'Adolphe Muzito serait déjà au sein de l'Union sacrée. Voilà, notre invité qui est cadre de ce parti va devoir répondre à cette question, mais aussi le PPRD qui refuse cette étape d'enrôlement. Pourquoi? Parce que selon le parti de Joseph Kabila, on doit d'abord commencer par réformer la centrale électorale, la loi électorale, voulais-je dire, également la Cour constitutionnelle. Est-ce que Nouvel Élan est partant de la démarche du parti de Joseph Kabila Kabange? Également, la deuxième et la deuxième thématique, voilà, voulais-je dire, est que aujourd'hui, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire s'est décidé de pouvoir instaurer la formation militaire aux étudiants déjà pour l'année prochaine, et il s'agit ici des notions basiques sur comment défendre la patrie et savoir le menace qui pèse sur la République démocratique du Congo. C'est ce qu'a dit le ministre hier. Ils étaient en échange justement devant la presse, et on va savoir est-ce que au niveau des universités, les enseignants sont déjà préparés pour ça. C'est vrai, il est cadre du parti Nouvel Élan, mais également aussi enseignant à l'université pédagogique nationale. Il s'appelle Eddy Eni, le professeur. Bonjour, monsieur Eddy, et bienvenue à vous. Bonjour, monsieur Nathan. Et je salue pratiquement Bana Tchamo qui nous suivent juste à ce net moment. Bana Kimbanteke, Kinshasa en général, pourquoi pas juste à la RDC, et ceux qui sont dans des zones de guerre. Enrôlez-vous massivement, juste pour faire pratiquement échec à cette entreprise diabolique et machiavélique du régime Tshisekedi. Une entreprise. Une entreprise, je dis, c'est une entreprise aujourd'hui qui est là pour brader les finances de la RDC, brader notre sol, notre sous-sol. En fait, aujourd'hui, c'est pratiquement balkaniser le pays. Et ça, juste à l'entreprise que le régime Tshisekedi produit aujourd'hui. Donc c'est la balkanisation pure et simple, parce que nous parlons de l'Est du pays. Ce qui se passe à l'Est du pays, c'est la balkanisation avec les zones tampons instituées par les forces de l'EAC. Je crois bien vous dire, il y a de cela des jours où un ambassadeur américain s'est prononcé sur la question, un sénateur américain s'est prononcé sur la question en disant que aujourd'hui la RDC passerait et dans l'impossibilité, et il pense que même dans les jours à venir, il ne voit pas comment la RDC va récupérer son territoire, et il demande au gouvernement américain et à l'ONU pratiquement de procéder déjà à des mécanismes pour voir comment aider ces minorités, ces défavorisés, d'après eux. Donc là, il voit pratiquement les outils qui occupent la partie à s'auto-déterminer, c'est-à-dire à devenir un pays. Là, c'est ce que les Congolais, des fois, ignorent. Nous parlons des élections. Mais en réalité, aujourd'hui, une partie de notre territoire national est partie entre les mains de deux étrangers. Donc, c'est pratiquement cette entreprise machiavélique que je déplore.
Très bien, merci beaucoup. Professeur Eddy Yeni, vous êtes cadre du parti Nouvel Élan. Comment déjà votre parti se prépare pour d'abord cette période de l'enrôlement des électeurs, également pour les élections à venir, parce qu'il faudrait rappeler que les élections débutent déjà à partir du mois de décembre, le 20 décembre 2023. Comment votre parti déjà se comporte pour l'instant, justement pour l'enrôlement? Bon, nous avons juste de lancer pratiquement notre mot d'ordre, demandant à nos militants et cadres de pouvoir s'enrôler massivement pour barrer pratiquement la voie à l'entreprise dont je viens de décrire, tout en disant que le calendrier électoral que la CENI nous a présenté s'est fait irréaliste. Aujourd'hui, nous préparons des élections qui sont techniquement impossibles, politiquement possible. Et techniquement, juste quand je dis techniquement, le Congo n'a jamais eu des élections démocratiques, libres et transparentes et apaisées. Voilà. Surtout juste pendant cette législative, pendant la Troisième République. Donc depuis 2006, 2011, 2018, nous avons eu des élections, des façades démocratiques. D'ailleurs, j'ai écrit un ouvrage là-dessus. Mon nom c'est Eddy Nkumu, vous tapez sur Google Eddy Nkumu, vous verrez élection des façades démocratiques. Lisez ce que j'ai écrit, c'était juste en 2016 en Belgique. Lisez, vous allez comprendre que nous continuons pratiquement à reproduire le même système. Les mêmes systèmes. Donc c'est pratiquement une dictature camouflée. Aujourd'hui c'est une démocratie sans le peuple, c'est que nous vivons. Donc je me dis, nous étions juste dans une formation et où on parle d'élections, on s'est dit, juste finalement, on peut avoir des élections qui sont techniquement impossibles parce qu'avec tous les incongruités, je crois bien, il y a eu des contraintes énumérées par la CENI, d'ordre financier, logistique et autres. D'ordre sécuritaire également. Sécuritaire également, vraiment juste le volet sécuritaire. À l'est du pays, c'est la preuve du contraire, les gouvernements congolais n'arrivent pas à pacifier l'espace, parce qu'il revient au gouvernement, pas aux autres puissances, de veiller à la sécurisation pratiquement. Le gouvernement congolais. Le gouvernement congolais, qui s'est fait très irresponsable. Irresponsable sur tout le plan, sur toutes les lignes. Et vous pensez que c'est à cause de ça qu'on n'aura pas élection? C'est un élément. Et nous prenons juste la situation sécuritaire ici à Kwamoutou. Kwamoutou qui est un territoire voisin de Kinshasa. Et je vous rassure que aujourd'hui même à Kinshasa, nous vivons dans un climat de paix, parce que l'insécurité n'est non seulement dans le frontière de Kinshasa, mais déjà à Kinshasa, parce qu'on nous a signalé il y a 2 semaines quelques atrocités à Maluku, qui est une commune de la ville de Kinshasa. Donc vous imaginez un peu, rien qu'à Kwamoutou, ça barde. Puis quand vous observez de très près ce qui se passe dans l'opération d'enrôlement des électeurs, on s'est dit, c'est déjà un fiasco, parce que qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez constaté? D'abord, non seulement que les agents électoraux demandent de l'argent aux paisibles citoyens qui n'en ont pas. Ils demandent de l'argent. Ils demandent de l'argent, 3 000 francs, 4 000 francs. Pour quelle raison? Surtout pour les nouveaux majeurs, vous présentant Teddy, sous Malumalu, sous l'autre ici, Corneille Nanga, on se présente avec des témoins. Mais cette fois-ci, comme c'est encore la prédation, parce que même sous tout ça, c'était sous de la prédation, mais c'est encore de la prédation, on exige aux nouveaux majeurs de payer 5 000 francs de carte. On vous dit, la CENI, les agents diront non, donne-moi, je te donne la carte. Donc, il y a vraiment, au-delà de cela, il y a un problème. On vous dira des fois, non, la machine est tombée en panne. Chez nous, on n'a pas de batterie, pas d'électricité. Comme chez nous, là, à Mokali, un jour, j'étais là, habillé là, juste sur Milangui, à l'épée billet là, ancien Lukutu, où j'ai trouvé pratiquement des agents qui demandaient à la population de cotiser pour acheter du carburant. Donc vous imaginez un peu. Là c'est à Mokali. C'est à Mokali. C'est à Mokali. Donc à Mokali, il y a de cela 4 jours, j'étais à Kokomalata, où je trouvais pratiquement dans une école. Déjà à 9h, personne, aucun membre de la centrale électorale était présent.
on me dira non, nous sommes là, on les attend. Il semblerait qu'ils habitent le Mba. Mais je me dis, le recrutement s'est fait dans la commune pour éviter pratiquement ces questions d'embouteillage et autres. Comment vous allez recruter un gars qui vient de Lemba pour venir enrôler le gens à Kimbanteke? Donc, ce sont des questions aujourd'hui. Alors, vous avez dit techniquement c'est impossible, mais politiquement c'est possible. Expliquez-vous, politiquement c'est possible comment? Oui. Le Congo n'a jamais eu des élections démocratiques. Et celles qui se présentent aujourd'hui ne le seront pas. Là, c'est que les Congolais... Elle avait le chèque, professeur? Je dis, on n'a jamais... Parce que lorsqu'on parle des élections... Est-ce que c'est parce que Nouvel Élan n'a pas de candidat qui pourra faire face à Tshisekedi? Est-ce que c'est parce que Nouvel Élan n'a pas de candidat député pour aligner pour ces élections? C'est pourquoi vous craignez déjà, professeur Eddy? S'il vous plaît, Nouvel Élan a le meilleur candidat. Aujourd'hui, le Nouvel Élan a le meilleur candidat. Le meilleur candidat. Le meilleur candidat, je crois bien. Adolphe Mouzito. Jusqu'à la preuve du contraire, on n'a pas encore présenté notre candidat, mais naturellement, c'est monsieur Adolphe Mouzito. Je l'appelle meilleur pourquoi? Nous, Nouvel Élan, comme parti politique, comme formation politique, nous sommes pratiquement un parti moderne et modèle. Modèle et moderne parce que nous ne voulons plus ces alliances des individus. Ces alliances d'individus. Bon, on va y revenir. On va y revenir. Oui, voilà. On va y revenir. Mais parlez d'abord politiquement. Comment est-ce que les élections n'auront pas lieu? Nous aurons ici Adolphe Mouzito comme candidat. On va en parler. Techniquement, juste les calendriers, tout ce qui s'est annoncé, je crois bien, les différents experts attestent que le temps nous est vraiment imparti. Il sera impossible pour la RDC d'organiser. Prenons pratiquement l'enrôlement des électeurs. Et cela pourrait pratiquement prendre 3 mois. Sous Corneille Nanga, tout ça on a pris 3 mois. Ou sous Malou Malou, on pouvait prendre 3 mois. Mais cette fois-ci, c'est 1 mois. Cette fois-ci, c'est 1 mois. 1 mois avec des incongruités inexplicables. Alors sur terrain. Donc je me dis, même si on prenait des mois, on sera dans l'impossibilité de pouvoir enrôler tout le monde. Donc, ça c'est sur le plan les électeurs. Ça c'est sur le plan technique. Sur le plan technique. Alors sur le plan politique, prenons juste un exemple. Vous avez vu, c'est le calendrier électoral. Dans le calendrier, il est demandé au chef de l'État, au chef de l'État actuel. Bon, je dis toujours au Congolais qui n'est pas président de la République, qui est chef de l'État. Vous comprenez? Il y a une nuance entre être président de la République et être chef de l'État. Il est chef de l'État. On lui demande de promulguer la loi sur la répartition des sièges dans 15 jours. Or, le chef de l'État a la possibilité de renvoyer celle-ci à la seconde lecture au niveau pratiquement du Sénat. Et cela pourrait encore prendre du temps. Or, la CENI n'a pas tenu compte de tous ces éléments. Prenez juste en ce qui concerne les dépôts de candidatures au niveau de l'élection présidentielle. Oui, là, ce n'est pas une entorse à la loi. Mais les us et coutumes ou la pratique nous renseigne qu'on ne peut pas quand même obliger au candidat président de la République, on ne peut pas pratiquement les accorder un jour seulement pour le dépôt des candidatures. Donc, pratiquement, c'est pas faisable. C'est pas faisable. Il y a des contraintes aussi d'ordre financier. Malgré que le gouvernement ne cesse pratiquement d'évoquer les 11 milliards le budget mobilisés, cette fois-ci avec une prévision de 16 milliards. Mais la CENI, l'année passée, la CENI vous a pratiquement demandé 620 millions et le gouvernement n'avait décaissé que 400 millions, mais en retard. Vous savez, juste ces retards-là de décaissement défavorise juste quoi la CENI a bien opéré. Très bien. Donc, alors, revenons maintenant sur le plan politique. C'est là où, en tout cas, il y a des problèmes. Je pense que les revendications du PPRD se révèlent productives. Donc, se révèlent vraies. Parce qu'aujourd'hui, le PPRD qui vous dit, on sait comment Corneille Nanga a pu pratiquement se retrouver là où il est comme président de la centrale électorale. C'était juste par des manœuvres frauduleuses. Vous pensez que c'est pareil avec Denis Kadima? Denis Kadima, oh non, pardon, là je parlais de Denis Kadima. Voilà. Denis Kadima. Donc, juste les différents présidents, même sous le PPRD, nous avons eu des candidats imposés par le régime. Mais cette fois-ci, il y a eu encore vraiment de manœuvres. Jusqu'au point où on a vu le chef de l'État soutenir son candidat. Le chef de l'État soutenir son candidat? Oui, Denis ou rien.
Le chef de l'État, je dis, j'essaie. Non, Denis Kadima, c'est les candidats de confession religieuse. Non, Denis Kadima. Ce sont les confessions religieuses qui ont désigné le président de la CENI et non le chef de l'État. Moi, je fais de la sociologie politique. Je ne fais pas du juridisme. Je ne suis pas là pour voir comment les mécanismes sont mis en place, comment juste les règles sont appliquées. Je suis là pour voir, juste analyser le fait sur terrain. Denis Kadima était bel et bien candidat de l'UDPS, donc du régime. Donc le régime nous a imposé M. Denis Kadima. Non seulement ça, le régime a réussi à restructurer la cour à sa guise aujourd'hui, sachant que Denis Kadima, même si son régime, son candidat, M. Félix Antoine Tshisekedi, que je respecte bien, obtenait 20 ou 16 ou 17, comme c'était pratiquement la 19%. fois. 19%. 17%, je crois bien, la fois dernière. Là, vous faites allusion à l'élection de 2018. Oui. Non, c'est 34%. Non, c'était pas 34%, c'était pratiquement, un gonflement de chiffres. Non, là c'est vous qui les dites. Moi, je reste sur le chiffre de la CENI. Vous restez sur le chiffre de la CENI. En fait, la CENI, c'est aussi un stratagème des politiques congolais, surtout juste de l'autorité régnante, pour pouvoir, je dirais, légitimer le processus. Alors, vous avez dit que c'est le plan politique. Une nation indépendante, mais qui ne le pas en réalité. Alors, vous avez dit que c'est le plan politique. Il y aura bel et bien élection sur le plan politique. Sur le plan politique, expliquez-vous. Donc, politiquement, comme le régime tient à avoir un autre mandat, à crédibiliser son pouvoir, pas le légitimer, je dirais à obtenir sa réelle représentativité. Je ne parle pas de la représentation, je parle de sa réelle représentativité que l'on ne peut pas obtenir dans des conditions pareilles. Je crois bien, le régime va forcer la main pour que nous ayons des élections, j'ai dit, des façades démocratiques. C'est bon, merci beaucoup. Le régime va forcer la main pour avoir des élections de façade. Alors maintenant, du côté de l'opposition, comment vous vous préparez pour contraindre Tshisekedi, parce que vous avez dit qu'il voudrait cette fois-ci avoir un deuxième mandat pour continuer à gérer ce pays, et vous pensez qu'il y aura des élections de façade. Mais comment est-ce que l'opposition aujourd'hui conçoit ce fait, et comment l'opposition pense se réunir pour pouvoir contraindre Tshisekedi à ne pas gagner les élections de 2023? Mais quand vous parlez de l'opposition, je vois pratiquement les blocs patriotiques, donc Kabila, le bloc patriotique. Quand je parle de l'opposition, je vois Mouzito, je vois Fayoulou, je vois, s'il vous plaît, je vois Mouzito, je vois Fayoulou, je vois Kabila, je vois Matata Mponyo, je vois Moïse Katumbi, ces sont-là. Nous sommes de la résistance. Et s'il faut parler, juste empruntant pratiquement ces termes-là, opposition, aujourd'hui, je crois bien, nous avons vu nos amis présenter, il y a déjà pratiquement deux blocs dans l'opposition. Vous avez le bloc Moïse Katumbi, vous avez le bloc MM, qui l'on nous a pratiquement présenté ici avec mon vieux Martin Fayoulou Madidi, que je salue en passant. Et le coordonnateur en exercice de la MOUCA. Le coordonnateur en exercice de la MOUCA, oui, de la MOUCA. Ce sont pratiquement des alliances d'individus que ces gens ont formées. Alors, une question avant de vous laisser avancer. Une question avant de vous laisser avancer. Professeur Eddy, est-ce qu'aujourd'hui, Mouzito se trouve également au sein de la MOUCA, où il a plié bagage? Mouzito est au sein de la MOUCA. Je crois bien la déclaration faite par mon aîné Martin Fayoulou, c'était une déclaration vraiment ambiguë. D'abord, lui-même, peut-être, n'avait pas vraiment la maîtrise, je dirais. Non, mais il a dit la maîtrise des textes. Au cours d'une conférence débat, il a dit que c'était une conférence de la MOUCA. Il a dit qu'il a informé Mouzito pour qu'il se présente. Mouzito a refusé. Donc, c'était pratiquement la non-maîtrise des textes. Voilà pourquoi en politique, nous disons, la maîtrise des textes constitue déjà un capital en politique. C'était la non-maîtrise des textes. Qui ne maîtrise pas les textes
Mouzito ou Fayoulou? Non, mon vieux, ce jour-là, était vraiment à côté de la plaque. Martin Fayoulou m'a dit. Alors, pourquoi j'ai dit professeur, ça? laissez-moi encore vous poser. Parce que j'ai beaucoup de questions là-dessus. Je vous explique d'abord. Pourquoi le texte actuel de la Mouka dit que la Mouka n'est plus cette alliance d'individus, des personnalités. C'est maintenant une question de parti politique. Donc Mouzitou n'est pas le parti politique Nouvel Élan. Mouzitou, c'est un membre du Nouvel Élan. Donc aujourd'hui, le Nouvel Élan est représenté par son président, M. Paulin Mboma. Donc mais dans le présidium, il y a le présidium. Le présidium est constitué de l'SID et Nouvel Élan. C'est plus Mouzitou et Martin Fayoulou. C'est à ce niveau-là où le vieux a péché. Donc, en fait, ce ne plie à Mouzito de représenter les Nouvel Élan. Il revenait. Alors, ça a changé quand? Ça a changé quand? Parce qu'il vient d'être coordonnateur en exercice de la Mouka. Est-ce que ça a changé simplement parce qu'il a quitté? Non, avant qu'il ne soit... Pendant la coordination des Mouzito, on a eu à réaménager nos textes. C'est comme ça que quand le vieux... Vous aviez réaménagé les textes ensemble avec Fayoulou? Ensemble avec le vieux Fayoulou. Maintenant, le vieux n'ayant pas, je dirais, avec modestie, le vieux n'avait pas pratiquement maîtrisé un peu. Bon, il n'est pas juriste, peut-être je comprends. Et Mouzito est juriste? C'est un économiste? Non, n'est le pas. C'est un économiste. Mais notre secrétaire général est juriste. Bon, au-delà de cela, la maîtrise des textes, c'est aussi une question qui exigerait pratiquement aussi une certaine... mais apparemment, professeur, vous cachez beaucoup de choses. Je dis, Nouvel Élan est bel et bien dans la Mouka. Mais ne participe pas dans les actions. Ne participe pas dans les actions. Jusqu'à la preuve du contraire, les actions de la Mouka sont élaborées, conçues ensemble au niveau du présidium entre Nouvel Élan et le CID. Vous évoquez ici il faut convoquer les présidiums avant juste de lancer des actions communes. Donc jusqu'à la preuve du contraire, vous évoquez quand il faut faire la part des choses entre Martin Fayoulou comme président de l'ECID et juste président, coordonnateur de la Mouka. Alors, vous parlez ici du bloc patriotique. Qu'est-ce que le bloc patriotique a fait? Parce que moi, j'ai assisté à plusieurs activités du bloc patriotique où j'ai vu Nouvel Élan, représenté par son secrétaire général, signer des communiqués, participer dans des activités. Moi, j'étais sur terrain comme reporter de SEMEL. J'ai couvert plusieurs activités ici du bloc patriotique et j'ai vu le secrétaire général présent dans des activités. Et comment vous voulez aujourd'hui, vous, Nouvel Élan, nier que vous n'aviez pas participé, que vous n'aviez signé aucun document du bloc patriotique? Vous savez, juste le plus grand péché des acteurs politiques congolais, c'est le non-respect des textes. En Genève, on est parti là, tous ces acteurs-là, personne n'avait pratiquement respecté les règles du jeu. Personne n'avait respecté, également Mouzito n'avait pas également respecté. Je dis personne. Donc Mouzito n'avait pas également respecté. Quand je dis personne, Mouzito comme un individu, Mouzito peut être respectueux des textes, mais se retrouve dans un espace où les acteurs mal habitués ne le respectent pas. Bon, s'il faut juste présenter un raisonnement de manière générale, je dirais personne. Voilà. À ta question, je dirais ceci, les textes signés par Nouvel Élan, c'est pas celui qui a été présenté par juste au public. Voilà pourquoi Nouvel Élan avait exigé le retrait de sa signature. Parce que Nouvel Élan signé, non pas au nom du bloc patriotique avec Kabila. Non, s'il vous plaît, prof, s'il vous plaît. J'ai été moi-même au centre CIPAS. Tu étais là, moi-même lu les textes. S'il vous plaît, prof. J'ai été moi-même au centre CIPAS avec le secrétaire général de votre parti. Oui. J'ai été moi-même comme reporter. J'ai vu le secrétaire général de votre parti signer bien évidemment, je dis oui. Au nom de Nouvel Élan, parti politique, membre du bloc patriotique. Non, ce n'était pas ça. Nous sommes allés à l'appel de prêtres catholiques, de prélats catholiques et protestants. Dans le cadre, je crois bien, ça s'appelait encore comment?
Donc on est allé là-bas, mais c'est la nuit. C'est la nuit que les textes seront je dirais, tripatouillés. Ils nous amènent les temps, on dit non, nous on n'a pas signé au nom du bloc patriotique, tout est parti de là. Tu étais là comme loin des textes. S'il vous plaît. J'ai été comme reporter. Vous aviez fait une déclaration signée également par tout le parti prenant. Monsieur Nathan, ne sois pas ces journalistes-là pétris d'émotions. Non, s'il vous plaît, professeur. S'il vous plaît. Je l'ai dit parce que j'étais présent moi-même. Moi, je t'ai dit des choses que je maîtrise, que je vis, que j'ai analysé. S'il vous plaît. Que je vis, je suis pratiquement de l'équipe stratégique. Non, s'il vous plaît. Excusez-moi de vous dire que vous n'étiez pas là. S'il vous plaît, professeur, excusez-moi de vous dire que vous n'étiez pas là. Oui. Et moi, j'étais là avec le secrétaire général de votre parti. Je vis tout ce qui a été signé. Même ce qu'on est venu nous présenter, nous disons non, c'est pas les textes signés. Vous comprenez? Donc l'entête avait complètement changé. Donc ça, c'est une question que les acteurs, ceux qui étaient là, maîtrisent bien. C'est qui a été fait. Bon, là n'est pas également le débat. Et alors, revenons maintenant sur comment l'opposition s'organise pour faire face à Tshisekedi. J'ai dit, il y a eu le premier, le deuxième, il y a eu deux alliances. Les alliances constituées autour des individus. J'ai vu le bloc Al-Bumbashi, l'ensemble, Moïse Katumbi, sans un programme, tout ça. Moïse Katumbi sans un programme. J'ai dit, à la TV5, RFI, tout ça. RFI, il dit, non, moi je quitte l'Union sacrée. Je quitte l'Union sacrée. Il se prend directement au candidat. Demain, il convoque les congrès. Voilà. Demain, après, on verra le MM, Martin Fayulu, Matata Mponyo et Mukwege se réunir. Pour faire une déclaration. Ils vont construire pratiquement un bloc sans nous présenter les programmes. Non, attends, voilà pourquoi nous, maintenant, nouvelle élan. Nous avons créé. Revenons un peu sur cette déclaration. Est-ce que cette déclaration voudrait simplement dire que voilà, nous sommes aujourd'hui candidats à l'élection présidentielle, ou cette déclaration voudrait simplement dénoncer ce qu'elle qualifie et pense que ça, comment il pense qu'il y a certaines choses qui évoluent mal depuis le régime, depuis que Félix Tshisekedi est à la tête de ce pays. Ils ont simplement dénoncé certaines pratiques, notamment concernant la restriction de la liberté d'expression, ainsi que autre chose. C'est ce qu'ils ont juste pondu comme déclaration, et non dire qu'ils sont candidats à l'élection, parce que vous voulez ici qu'ils puissent vous présenter le programme, s'il vous plaît. Vous voulez qu'ils puissent vous présenter le programme. Matata Mponyo est candidat, Fayulu également candidat, Mukwege on ne sait pas encore, chacun présentera ce programme, mais au moins il faudrait retenir que cette déclaration c'était juste pour dénoncer certains abus du régime. Parlons de ce qui a été dénoncé. Je vis Monsieur Martin Fayulu passer pratiquement à la presse, tenir des déclarations poignantes à l'endroit il égare pratiquement des déclarations relatives à l'affaire Bukangalonso. Il dit c'est la plus grande escroquerie du siècle. Donc il a demandé au régime de Tshisekedi de réserver un sort démocratique, c'est-à-dire quoi, à la justice de mettre la main sur les auteurs de cette aventure. Mais je vois encore le même acteur revenir dire non. Voilà, il va parler de l'acharnement. Je me dis, c'est en fonction de la procédure. On est où là? C'est en fonction de la procédure. Parce que, professeur, vous êtes sans ignorer que la Cour constitutionnelle qui s'était déclarée incompétente s'est déclarée également. Mon frère. Compétente. Est-ce que parce qu'on a besoin de sacrifier le peuple congolais, parce qu'on a besoin d'arrêter ceux-là qui ont détourné cet argent, qu'on doit accepter que cette justice soit justement de double façade. Nous avons aujourd'hui une justice muselée par ces bourgeois, par cette bourgeoisie comprador, ceux qui sont allés, ceux qui ont mis leurs mains, ceux qui ont allé puiser dans les caisses, dans les trésors publics, ceux qui ont pillé l'État, aujourd'hui contrôlent la justice. Ils peuvent tout, ils peuvent corrompre, ils peuvent obtenir des jugements à leur faveur. C'est comme ça que vous parlez. Ils peuvent corrompre. Vous pensez que Matata Mponyo aurait corrompu?
j'ai dit ils peuvent corrompre. Aujourd'hui, cette justice muselée au service des hommes puissants, au service des hommes puissants, parce que nous sommes une société où le peuple est atomisé, est écrasé par cette bourgeoisie comprador. Comprador parce que hier, il n'avait pas ce qu'il prétend avoir aujourd'hui. C'est après avoir géré, après avoir produit cette gouvernementalité du ventre, qu'ils prétendent devenir des milliardaires et des millionnaires pour venir corrompre et tout ça, brader la justice. Donc moi, sociologiquement, je me dis, il faut encore réparer. Il y a à réparer. Il y a à réparer. Il y a à réparer. Donc, je ne peux pas soutenir ces procès de honte. Je ne peux pas soutenir ces jugements de honte. Je suis congolais. Je soutiens les Congos. Bon, malheureusement, nos partis ne sont pas vraiment des partis idéologiques. Ce ne sont pas vraiment des porteurs de grandes visions. Ce sont des partis qui ont été construits, créés comme des instruments je dirais, des instruments de ces monarques pour conquérir les pouvoirs. Et enfin de contrôler encore les surplus de la rente financière et économique et produit l'État. Voilà pourquoi je comprends tout ce qui se passe. On peut aussi les soutenir comme ça simplement. On regarde tout ce que vous dénoncez ici. Vous pensez que Mouzito n'est pas prêt à s'allier au trio MM que vous aviez ici Jusqu'à la preuve du contraire, nous disons ceci. Nous voulons créer une alliance sur fond de projets, d'idées. Pourquoi je dis idées? La politique est présentée comme étant la superstructure. C'est-à-dire quoi? Une structure immatérielle constituée d'idées. Parce que le Congo va mal parce que le Congo hier a élu M. Tshisekedi, président de la République, mais c'est tel député, mais c'est tel gouverneur, peut-être sans tenir compte de son projet. Est-ce que vous pensez que Fayoulou n'avait pas de projet? Bien qu'il serait élu selon l'Amouka, l'ancienne configuration. J'ai dit, ouais. Même Fayoulou n'avait pas de projet. Même notre Lamouka là n'avait pas de projet. Mais vous aviez quand même soutenu Fayoulou. C'était des projets. En fait, c'est lui qui demeure et qui persiste dans le rêve, est à condamner. C'est lui qui veut rectifier. Non, mais on doit retenir que vous avez soutenu Fayoulou qui n'avait pas de projet. On doit retenir ça. Oui, j'ai dit vrai. Nous, la Mouka, nous, Nouvelle-Élan, hier. Mouzito a soutenu Fayoulou qui n'avait pas de projet. On a soutenu ni Fayoulou, ni Kabila, ni Tshisekedi, donc l'autre là, Tshisekedi, non plus Ramazan Chadari. Personne n'avait un projet. C'était pratiquement des trucs que l'on présentait sous forme de projet. Parce qu'un projet doit être réaliste. Un projet doit être quantifiable. Un projet doit tenir compte. Papa, je peux vous expliquer ici. La littérature, elle est vraiment abondante. Attendez, mais Fayoulou nous parle, s'il vous plaît, Fayoulou nous parle du manifeste de Kisangani, je crois. C'est un projet élaboré pour le développement de ce pays. Pour le développement de ce pays. Justement. Je dis, nous parlons ici de la Mouka. Je n'ai pas encore lu le manifeste. Peut-être je le lirai au moment opportun. Je le lirai au moment opportun. Jusqu'à présent, je n'ai pas vu de gens se réunir, dire non, moi sur la santé, je pense ici, l'enseignement supérieur, l'armée, l'économie, les finances, voilà. On regarde ça. Nous créons un bloc va accompagner personne. C'est lui que l'on va juger être apte à le porter. Non. Donc voilà pourquoi nous, Nouvelle-Élan, nous sommes en train d'élaborer notre offre politique. Au moment venu, nous demandons à ceux qui pensent qu'ils ont aussi des projets de venir, on va discuter. Donc c'est là, peu importe votre couleur, peu importe votre peau, ça peut être Kabila, ça peut être Fayoulou, ça peut être Matata Mpogno, ça peut être Bati. Donc pour nous disons, nous élaborons d'abord les projets, donc l'offre politique. Voilà pourquoi notre leader est en train de vulgariser la titrisation, qui est pratiquement aujourd'hui un fait réel, qui gangrène la bonne marche du pays. Partout, nous avons des conflits fonciers, des conflits partout, même dans mon village. On m'appelle chaque jour, Nkumu, ici chez nous ça ne marche pas, qu'on fasse quoi?
temporisez-vous. Nous, on a assez de forêts, on peut laisser un peu d'espace aux autres, d'en exploiter. Je verrai au moment opportun, quand je serai là, comment on va régler la question. À quoi monte tout? C'est toujours une question, quoi? C'est toujours des questions foncières. À l'est du pays, c'est toujours une question de terre. Voilà pourquoi il faut comprendre un parti moderne qui a un peu de l'avance sur les autres et il vous sera difficile. Il faut travailler pour réduire votre écart. Voilà pourquoi on n'est pas vraiment bien compris. Voilà, c'est un peu ça. Alors professeur, parce que il s'avère que les autres n'ont pas de projet, est-ce que vous pensez pour ces élections, si seulement il s'avérait que les autres candidats n'ont pas de projet comme vous pensez, Muzito ne va s'allier à personne? Si vous n'avez pas de projet, s'il n'y a pas de projet, on ira seul. Parce que sur le plan... Et vous pensez gagner seul? Au Congo, sociologiquement, on ne peut pas gagner seul les élections. Je pense qu'il y a toujours des acteurs réfléchis qui ont compris que Muzito est dans une démarche vraiment stratégique, dans une démarche moderne, qui essaie déjà de toquer à nos portes, qui sont là. Et au moment venu, nous allons juste vous présenter ceux qui feront pratiquement marche avec nous. Ils seront là, ils sont là. Et nous sommes les partis, en termes de représentativité, le parti le mieux représenté. Le parti le mieux représenté, vous avez dit que Muzito c'est le candidat? Ou en tout cas, avec tout ce que Muzito a comme expertise, comme expérience, et avec cette tête-là, nous voulons mettre cette tête-là au profit de la nation. Voilà pourquoi Muzito, et pour moi, s'il faut voter un candidat, en tout cas, lors de notre congrès, je voterai pour Muzito. Donc, M. Muzito a déjà ma voix. Très bien, merci beaucoup. Il s'appelle le professeur Eddy Yeni. Il est professeur à l'université pédagogique nationale. Il est cadre du parti politique Nouvel Élan d'Adolphe Muzito. C'est avec lui que nous sommes en train de changer autour de ces questions importantes qui touchent la réalité, qui touche ce pays, la République démocratique du Congo. Parce que nous allons déjà presque vers la fin de notre émission. Nous allons rapidement, en 10 minutes, parler de la deuxième thématique, s'agissant ici de la formation la formation militaire réservée aux étudiants. Je l'ai dit, il est professeur à l'université pédagogique, professeur Eddy Yeni. Le ministre de l'enseignement supérieur parle de la formation militaire pour les étudiants. Vous, au niveau supérieur à l'université, comment vous vous êtes préparé déjà pour ça? Parce que on espère que dès la rentrée académique prochaine, les étudiants vont apprendre comment tirer l'arme et voilà. Ça veut dire que les sociétés occidentales et orientales sont développées sont pratiquement des produits d'une trajectoire historique. Ils maîtrisent un peu bien d'où ils viennent, où ils sont et où ils vont. Mais curieusement, nous, on est un produit accidentel de l'histoire. On ne maîtrise rien. Et on fait du mimétisme et du copier-coller aveuglement alors, sans tenir compte des réalités locales. Parce que les choix politiques sont opérés en fonction de vos moyens et de vos priorités. Voilà pourquoi nous disons le champ politique, c'est un champ à forte contrainte externe et interne. C'est un choix, c'est un champ à multiples choix, où il faut être vraiment rationnel. Donc il ne faut pas aller de réforme à réforme. Et nous proposer même des réformes émotionnelles. Des réformes émotionnelles. Émotionnelles. De réformes qui ne tiennent pas compte de réalités sociologiques. Alors quelles sont ces Aujourd'hui, nous avons déjà le LMD que l'on n'arrive pas à bien maîtriser. Pourquoi? C'est une réforme d'abord émotionnelle. Oui, je dis par manque de moyens. Par manque de moyens, nous avons juste le LMD que l'on n'arrive pas à bien maîtriser. Que vous, enseignant, vous n'arrivez pas. J'ai dit oui, parce que l'enseignant qui s'inscrit dans le LMD lui-même n'a pas été formé, l'enseignant congolais n'est pas recyclé, l'enseignement congolais n'est pas accompagné, l'enseignant congolais n'a pas de moyens, vit dans des conditions de précarité la plus criante, tout est bousillé au niveau des institutions politiques. On vous parle de Jeep, on préfère pratiquement servir les conseillers d'eux, donner des palissades hauts. Mais si on veut tuer un peuple, son âme c'est l'éducation. Il faut d'abord commencer à paralyser son éducation, à paralyser sa culture. Aujourd'hui, on est un peuple acculturé. Acculturé, avec une éducation qui pose problème, qui n'a pas de finalité, qui n'a pas des objectifs. Donc, à tous les niveaux,
primaire, secondaire, universitaire, aujourd'hui, c'est pratiquement une éducation à problème. Donc voilà pourquoi, dans un pays où la recherche n'est pas une priorité, où le professeur est dans des conditions misérables, aujourd'hui, que touche un professeur d'université voulant encore lui confier de responsabilités pendant que, depuis que Kabila est parti, jusqu'à présent, il n'a jamais reçu ne fût-ce qu'un rond comme augmentation de la part de ses gouvernements. Ces professeurs qui vivent dans des conditions minables, je vous dis, je viens de l'université, mais c'est malheureux. Alors, professeur, est-ce que vous pensez que... Je ne suis pas assistant du chef de travaux, mais le chef de travaux assistant comment, maintenant vivre comment? Alors, donc, voilà pourquoi nous avons aujourd'hui des points financièrement transmissibles, sexuellement transmissibles, parce que cet enseignement, on vous dit, j'ai aimé le courage du ministre quand il se lance dans les concessions, j'ai dit oui, chapeau. Coup de chapeau. Mais je dis à ces ministres de se battre pour améliorer les conditions socio-économiques, les conditions sociales de ces des agents de l'enseignement supérieur universitaire. Mais nous amenons encore de réforme en réforme. On est encore en phase expérimentale du LMD, ça ne marche pas. Vous voulez encore un... Papa. Est-ce que vous pensez que c'est une décision populiste de la part du ministre de l'Enseignement? Et vous l'avez dit, c'est vraiment populiste. Parce que nous avons des populistes et des technocrates. Les populistes sont ceux qui prennent des mesures acceptables, mais qui ne sont pas réalisables. Hein? Parce qu'en politique, on peut avoir une mesure, mais qui n'est pas politiquement correcte. Alors, professeur, est-ce que vous maîtrisez ce qu'il fait et puis est rationnel? Alors, est-ce qu'à votre niveau, vous avez déjà échangé avec le ministre sur cette question? D'abord, échanger. On n'a même pas un cadre d'échange. On n'en a pas. Bon, je me dis... Donc, vous également, vous aviez appris à travers le média que voilà, le ministre a pris cette décision. Bon, le ministre a tout un cabinet. Bon, là, il a ses mécanismes d'échange. Honnêtement, vous ne pensez pas qu'il devrait y avoir d'abord des échanges entre le ministre et le professeur pour voir le modalité pratique? Non, l'enseignement supérieur et universitaire est malade. Dans ce pays, l'enseignement supérieur et universitaire est malade. Bon, qu'est-ce que nous produisons? Nos produits valent quoi sur le marché? Amène quelle solution? Aujourd'hui, est-ce qu'on sait vraiment dénicher, faire un diagnostic, hein, voir un peu quelles sont nos maladies, comment apporter de vrais remèdes, quelle est la thérapie? On fait vraiment les diagnostics? Quelles sont nos pathologies? Nous sommes un pays solution dans le réchauffement climatique. Hein? Avons-nous déjà créé des filières qui peuvent nous aider à bien gérer ces questions? Nous avons de la forêt. Dans alors, avons-nous créé, nous avons de mines? Avons-nous des filières? Est-ce que aujourd'hui notre éducation nous produit des bons menuisiers, des maçons, des bons ingénieurs adaptés à nos réalités locales? On est encore loin. Donc, il nous faut des états généraux. Hein, je dirais même pas de l'enseignement dans son ensemble. Pour ne pas parler même de l'éducation. Dans son ensemble. Sur le plan culturel, on est un peuple aujourd'hui acculturé. On n'a pas de culture propre. On est un peuple aujourd'hui sans histoire. Vous savez, il revient à l'homme congolais, à l'intellectuel congolais d'écrire son histoire. Notre histoire est écrite ailleurs. Alors, professeur, une autre question. Professeur, comment aviez-vous appris cette nouvelle du fameux détournement de l'argent destiné à la construction de l'université à Mbuji-Mayi? Parce que le ministre de l'Enseignement a dit qu'il n'y a pas eu de détournement, mais est-ce que vous aviez appris? Parce que vous êtes politique également, vous vous informez, c'est vrai, vous êtes cadre d'un parti politique proche de l'opposition. Est-ce que vous aviez appris cette nouvelle? Comment vous êtes ressenti lorsque vous avez appris qu'on aurait détourné l'argent destiné à la construction d'une université? Monsieur Jonathan. Nathan, pardon. Tu as une maman qui souffre de la diabète. Tu rentres à la maison, on te dit, maman vient encore de connaître une chute. De la diabète. Quelle sera pratiquement ta réaction? Tu diras, bon, c'est normal, hein, maman, bon, on sait que maman souffre toujours de cette maladie. Alors, vous pensez que c'est normal le détournement? Aujourd'hui, nous sommes dans un environnement où détourner, c'est normal.
on est dans un régime où le détournement est pratiquement un mode opératoire. Donc lorsqu'on me dit on a détourné 42 millions, je dis cette fois-ci ils ont quand même bien détourné. Ils ont quand même bien détourné. Bien détourné ces 42 millions. C'est peu. C'est trop. C'est peu. Parce que 100 jours, ils avaient quand même exagéré en détournant plus de 500 millions. Cette fois-ci, je me dis, peut-être que Chile Gelou, c'était encore. En tout cas, cette fois-ci, ils ont quand même. Parce qu'ils nous ont quand même présenté les débits des travaux. Donc, ils ont quand même dépassé 6 millions, même 3 millions cette fois-ci. Donc, je pense qu'on est habitué, on est dans un environnement où les détournements deviennent pratiquement normal. Deviennent normal. Mais c'est normal. On ne peut pas être... Vous savez que le Congo, c'est un pays, je tente toujours de déviguer cela. Le Congo, c'est un pays en voie de la pauvreté. Le Congo. En voie de la pauvreté. C'est un pays en voie de la pauvreté. Expliquez-vous, professeur. Le pays pauvre, ce sont ceux qui consomment 3,2 par jour, par individu. Là où un individu consomme 3,2 $. Là, vous êtes juste un pays pauvre. Lorsque vous consommez au moins 5,5 par individu, vous êtes un pays au revenu pratiquement moyen. Lorsque vous consommez moins de 3,2, donc comme le Congo est dans moins de 2 $ par jour, donc le Congo c'est un pays en voie de la pauvreté. Mais cela ne fait même pas réfléchir nos dirigeants. Avec l'inflation avec encore l'inflation du dollar, où on est maintenant à 22 000. Ce matin, j'ai changé 10 $ à 22 000. À 22 000. On vous dit, nous avons dépassé les assignations. Nous avons réalisé 11 milliards. C'est du jamais vu dans l'histoire de l'RDC. Mais maintenant, cette dépréciation du franc congolais atteste que nos dépenses sont irrationnelles. C'est que nous avons eu là. Ces finances-là sont mal gérées. Il y a de la prédation. C'est pratiquement de la gouvernementalité du vent. Parce qu'on ne peut pas réaliser autant et ne pas maîtriser le cadre macroéconomique. Donc, cela prouve, le terrain nous démontre les incongruités, la mauvaise gouvernance de ces régimes. Donc, je me dis aujourd'hui, me parler de détournement, des familles détournements, ça c'est du déjà entendu, c'est du déjà vu, et on sait qu'avec ce régime, on va continuer de détournement. Cette fois-ci, peut-être on a eu la chance parce que le chef lui-même s'est rendu sur terrain, mais après l'attitude du chef, après que le chef ait réagi, on lui a dit non, chef, c'était pratiquement notre espace linguistique. On ne peut pas dire ça, on ne peut pas décrier. Voilà, c'est salir un peu. Si on peut taire l'histoire. Mais j'étais fier. En exigeant, l'argent est parti. J'étais fier du peuple kassaïen que je vis dans les images qui chantaient Meyébé. Sérieux? Très bien. Moi, merci beaucoup. Il s'appelle Eddy Yeni, professeur et cadre du parti politique Nouvel Élan. Monsieur Eddy Yeni, cette émission est terminée. Vous avez 1 minute pour la conclusion. En toi, je vous remercie. Je dis à Bana Kimante qu'enrôlez-vous massivement. Bana Tchangwa, vous avez déjà enrôlé? Non, moi je vais m'enrôler le 22. Le 22. Le 22, donc je serai juste là pour m'enrôler. Et vraiment, je demande au peuple congolais de pouvoir s'enrôler. Mais ceux qui ne veulent pas s'enrôler, c'est de leur droit. Parce qu'on peut s'enrôler, on n'aura pas de bonnes élections. Mais moi je dis, cette fois-ci, on a besoin. En tout cas, ma population tient à tout prix que je puisse m'enrôler, que je travaille comme mon parti politique. Donc voilà, je vais m'enrôler le 22 au peuple congolais. Enrôlez-vous pour chasser le régime du mal. Enrôlez-vous pour chasser ce régime qui produit le sous-développement. Ce régime de... Comme Nagimantik là, on nous a amené Mwanapoto. C'est qui comme ça, Mwanapoto? Il y a un Mwanapoto là, bourgmestre chez nous. D'ailleurs, une aventure de plus. Lorsque le chef de l'État a réussi le bourgmestre, il y a eu 25 bourgmestres sur, non, mais les 24. Parlons un peu de cette question. J'aurais appris qu'il y a eu une dame qui était nommée bourgmestre à la commune de Kimbantik. Et votre commune, elle n'a pas été notifiée, elle n'a pas été installée, voulais-je dire, par le ministre de l'Intérieur. La suite, c'est comment? Une dame qui n'a pas mon soutien parce qu'elle n'est pas fille, elle n'est pas de chez nous. Native de Kimbantik. Elle n'est pas native de Kimbantik. Mais sur le plan procédural, c'était pratiquement un péché mortel. Le chef de l'État
nomme un bourgmestre par voie pratiquement d'une ordonnance. L'ordonnance est tripatouillée par ses services. Donc, l'ordonnance du chef de l'État du chef de l'État. Dans le journal officiel, on retrouve le nom de l'ancien. Il y a un autre là où on va retrouver les noms de la nouvelle. Hier, le chef de l'État va recevoir pratiquement les 24 bourgmestres de la commune, des communes de Kinshasa. On arrive dans la salle, on va se retrouver avec 25 bourgmestres. Oh, mais par contre, la ville de Kinshasa a 24 communes. Par contre, la ville a 24 communes. Il y aura M. Jeannot et la dame, Madame Picasso. Oh. Quand Madame Picasso est venue, on a intercalé à M. Jeannot d'entrée. Et à l'arrivée de ses amis, le gouverneur arrive, il autorise pratiquement à M. Ngobila, à M. Picasso d'entrée. Et M. Jeannot, le CG de l'IDPS. Et le gouverneur vont demander au service de sécurité de faire sortir la nommée. Un désordre. La nommée du chef. Vous voyez là, nous sommes dans un état. On n'est pas dans une république. On est dans une monarchie, une histoire qui avoisinerait un peu une monarchie, bon, pas républicaine. Merci. Hein. C'est un monarque, il n'est pas républicain, c'est un oligarque, donc vraiment une oligarchie. Bon, on ne sait pas vraiment donner un... En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est la RDC, il faut en avoir, on en a marre. C'est ce qui s'est passé même, vous avez suivi pratiquement les discours d'un des conseillers, hein, qui dira nous avons confié notre diplomatie au Rwanda. Désormais, c'est le Rwanda qui devient notre parrain. Hein, c'est le Rwanda qui devient notre parrain. Donc nous sommes un pays qui n'a pas de politique étrangère. Parce que c'est la politique étrangère qui définit les comportements de la diplomatie, les comportements des diplomates. Merci. Tellement qu'on n'en a pas, on a confié notre politique étrangère, notre diplomatie au Rwanda, parce que le Rwanda a déclaré l'adresse. Donc nous sommes une démocratie, une diplomatie non agissante qui n'existe même pas, mais on chantait ici à la diplomatie agissante. Merci beaucoup. Moi qui vous remercie. Merci beaucoup, professeur Eddy Yeni. C'est lui qui a été notre invité. Madame, messieurs, également à vous qui nous avez suivis à la maison. Merci de votre confiance renouvelée, surtout pour cette nouvelle année 2023. Cette émission est terminée, les derniers numéros de la semaine. On se retrouve comme ça le lundi pour le tout nouveau numéro de la nouvelle semaine. Je me permets ici à dédier cette émission à l'ingénieur Ben Miezi Loubaki depuis les Émirats Arabes Unis, dans la ville pratiquement de Dubaï. Ingénieur Ben, je t'ai dédié cette émission. Alors à vous qui nous avez suivis, on se retrouve comme ça le lundi, ce sera avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et je serai accompagné bien évidemment avec Madame Tania Moubouadi, que vous avez toujours l'habitude de nous suivre. Au revoir.